Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Nos invités aujourd'hui, le secrétaire d'État à la sécurité publique, Himmler Rebu, qui sera interrogé sur les dossiers liés à la tenue des élections du 9 octobre et à la criminalité. Monsieur Hérold Jean-François du groupe d'intervention aux affaires publiques JIAP, qui apportera des précisions sur le débat prévu pour le 20 septembre avec 6 candidats à la présidence. Monsieur Bernard Crane, homme d'affaires, qui fixera la position du secteur privé sur la levée des mesures relatives aux 23 produits dominicains qui ne pouvaient accéder au marché haïtien seulement par voie aérienne et maritime. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Nous avons avec nous aujourd'hui le secrétaire d'État à la sécurité publique, le colonel Himmler Rebu. On va parler sécurité évidemment. Colonel, bonsoir. Bonsoir Rothschild et bonsoir à tous les fans de la station. Alors Himmler Rebu, colonel, donc vous avez occupé plusieurs postes. Aujourd'hui vous êtes secrétaire d'État à la sécurité publique. Donc vous portez le vrai costume aujourd'hui. Bon, j'ai toujours été dans le vrai costume. Et peut-être que cette fonction à laquelle m'a appelé le président de la République apparaît dans l'imaginaire collectif la fonction la plus appropriée à mon profil. Mais je n'ai pas été moins bien habillé au ministère des Sports. Oui. Alors, Himmler Rebu, donc depuis votre arrivée, est-ce qu'on peut avoir un bilan du travail que vous avez réalisé? Je sais que le domaine de la sécurité en Haïti, ce n'est pas un domaine facile. Bon, ce que les gens ne doivent pas oublier, c'est que j'ai passé quelques mois au cabinet du président de la République à réfléchir sur les questions liées à la sécurité nationale et notamment à la sécurité publique. Donc, quand le président m'a demandé de venir seconder l'action du ministre de la Justice, j'ai répondu oui, parce que c'était pour moi une demande de prise de responsabilité. Ce n'était pas une fonction en plus, car je crois avoir dépassé l'âge des postes, des fonctions ou même des désirs. Donc, j'ai dit oui. Et depuis que je suis arrivé, je m'attelle à tenter de cerner les questions liées à l'insécurité. Et j'ai commencé à travailler sur des prémices d'une tranquillité sociale par le respect de l'ordre primaire. Et ceci à tous les niveaux, avec la collaboration de ceux-là qui ont la responsabilité de diriger cette nation, qui sont les chefs. Parce que dans mon éducation et dans ma philosophie, le bien-être collectif doit être inspiré du comportement de ceux-là qui dirigent. Donc c'est pourquoi, pour certaines dispositions, je me suis adressé au Premier ministre, je me suis adressé aux responsables du Parlement. J'ai reçu beaucoup de reproches pour cette manière de faire, mais vous savez, Rothschild, que l'administration haïtienne est tellement lente et les délais que nous avons sont tellement courts que j'ai peut-être commis certaines petites erreurs administratives en m'adressant directement au Premier ministre, lui demandant s'il voulait bien passer les instructions au ministre, au secrétaire d'État, aux directeurs généraux, qui sont les premiers à devoir se mettre en règle pour les problèmes liés à la circulation automobile, notamment les anciennes plaques qui circulent. On a rencontré beaucoup d'anciennes plaques au niveau d'anciennes plaques services de l'État. Cela veut dire qu'il y a une négligence ou un manque de vigilance au niveau de certains ministères. Donc il n'y a que les ministres à pouvoir faire vérifier par les directeurs administratifs de l'état de cette situation, parce que ce n'est pas une belle image que des voitures périmées et portant mention service de l'État circulent avec des plaques qui ne sont pas correctes. Et ce n'est pas normal que des voitures de l'État circulent
sans police d'assurance. Parce que l'assurance que nous avons ici, c'est une assurance contre tiers. Donc, quand il y a un accident, c'est l'OAVCT qui prend charge de la personne accidentée. Et quand ce n'est pas le cas, la personne responsable de l'accident a aussi la responsabilité totale des soins à prodiguer à la personne accidentée. Donc, c'est une manière de protéger l'image de l'État et de protéger aussi les moyens de l'État. Comme secrétaire d'État à la sécurité publique, une idée des armes dont dispose le Parlement pour la sécurité de l'enceinte globalement et du déplacement des parlementaires quand ils sont en convoi officiel et au nom du Parlement, et aussi les pièces légales de ces armes, la provenance de ces armes. Et j'ai demandé aussi que les parlementaires veillent à ce que les armes qui sont mis à leur service pour leur protection personnelle soient des armes légales. Donc c'est le travail de l'État de filtrer les renseignements pour savoir si tout est correct, et ceci autant de mesures qui vont protéger les parlementaires eux-mêmes pour leur propre vie. Parce que quand on intègre quelqu'un dans son système de sécurité, presque dans votre vie personnelle, ce n'est pas une mince affaire, et protéger aussi l'image du Parlement. Bon, je crois que ceci a été mal pris à plusieurs niveaux, et parce que les gens n'ont pas mesuré la contrainte du temps que j'ai. Parce que si on a un pays où des parlementaires, des officiels, des fois pas les officiels, les voitures officielles pilotées par des chauffeurs qui ont une idée très à eux du pouvoir et du fait d'être chef, et qui font des choses au nom de ces officiels, donc au nom de l'État. Et je pense que la meilleure image, la première image, était de réguler le secteur à partir des responsables et ainsi envoyer une image positive de la qualité des gens qui sont au sommet de l'État par rapport à leur comportement. Donc on a abordé le problème de la circulation automobile, on a abordé le problème de la circulation des armes, et ce n'est pas de manière innocente que nous avons demandé à tous les citoyens qui détiennent une arme à feu chez eux, dans leur résidence, ce que la Constitution reconnaît, de déclarer ces armes à la police. Ça nous permettra de faire un contrôle sur la provenance de ces armes, et ainsi ça nous permettra de contrôler le marché des armes en Haïti et les relations que ce marché-là avec les points de provenance donc, à l'étranger. Parce que vous savez que assez souvent, les malheurs qui arrivent à une nation viennent souvent de l'extérieur, même s'il y a des agents internes qui participent à ces malheurs-là. Donc c'est un peu le devoir de ce bureau de réguler ces questions, de demander aux gens qui ont un véhicule à vide fumée de s'assurer qu'ils ont une autorisation pour circuler avec le véhicule dans cet état, et de demander aux parents de surveiller la conduite automobile au niveau des jeunes qui, des fois, circulent en dehors des règles édictées par la loi. Et assez souvent, la nuit, nous rencontrons des jeunes qui sortent dans des fêtes et qui boivent et qui pilotent des véhicules à moteur. Donc, toute une série de mesures pour rassurer les autres citoyens sur le contrôle pris par l'État sur la question de la sécurité. Ce qui pourrait nous préparer un lit pour avancer vers le rendez-vous que tout le monde attend du 9 octobre, donc créer les conditions pour que nous puissions arriver dans une atmosphère apaisée. Il y a aussi les dispositions que j'ai prises et que je vais faire appliquer sur les nuisances sonores. Parce qu'il n'est pas normal que des citoyens, après une semaine de travail, après une journée de travail, rentrent chez eux, n'ont pas la capacité de se reposer pour récupérer, pour encore aller travailler le lendemain matin. Il n'est pas normal qu'un enfant qui rentre à l'école ne puisse se concentrer sur ses devoirs et ses leçons parce qu'à côté, il y a quelqu'un qui a décidé de monter les décibels pour faire la fête. Nous sommes totalement d'accord, content même que les gens fassent la fête, que les gens fassent la promotion des loisirs et du plaisir. Parce que c'est un antidote contre le stress dans la vie au quotidien pour les citoyens. Mais il n'est pas normal aussi, nous voulons les accompagner, mais nous voulons leur rappeler qu'il y a des règles. Il n'est pas normal que les gens qui implorent la bonté divine,
qui demande que Dieu nous bénisse et nous bénisse tous, devienne avec cette prédication, ce moment de partager la foi, que ça devienne un moment d'embêtement pour d'autres citoyens. Une attitude qui a presque fait citoyen comprendre que le monde ne peut pas associer bon Dieu à Baye, ce n'est pas de bon Dieu à occuper vraiment. Donc, éloigner des fidèles. Donc, nous demandons aussi pour les églises, et nous allons prendre des mesures contre toute entité qui, par leur comportement, pollue l'espace du point de vue sonore. Nous voulons que tous les citoyens puissent vivre en paix l'un à côté de l'autre, chacun avec leurs choix et leurs options de vie au quotidien. Donc vous avez des brigades qui vont faire l'inspection, donner cet avertissement et puis après passer à l'action. Ils sont passibles de quoi, Himmler Rébu? Bon, ce que dit la loi. La loi prévoit, premièrement, le juge de paix autorise les forces de police à interrompre l'activité et à procéder à l'arrestation de la personne qui est responsable de cette affaire. Et cette personne-là, la loi dit que cette personne doit passer au moins 3 jours en prison et a une amende à payer. Ne serait-ce qu'une amende symbolique, j'ai lu dans les lois, de 14 piastres. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va se débrouiller pour trouver les piastres, mais c'est écrit dans la loi. Donc, comme c'est assorti d'une peine de privation de liberté de 3 jours, donc ces citoyens-là choisiront. S'ils veulent chaque semaine aller passer 3 jours quelque part aux frais de l'État, eh bien, ce sera comme ça. Alors, Himmler Rébu, vous êtes ancien colonel de l'armée, vous avez une formation de militaire, et là, vous travaillez avec la police nationale. Comment vous arrivez à travailler avec des policiers? Donc, ce n'est pas la même culture. C'est un corps armé. Et la différence n'est pas profonde. Sauf que c'est un corps armé placé sous le commandement de la justice. Mais le mode opératoire en matière de sécurisation de la population, c'est presque la même chose. Sauf que la police intervient dans la vie des citoyens au quotidien et l'armée n'a pas mission d'intervenir dans la vie des citoyens au quotidien. Donc, je ne fonctionne pas comme un policier. Je n'ai pas de rôle opérationnel, j'ai un rôle plutôt stratégico-politique. J'ai un ordre de route défini par le président de la République et le Premier ministre, auquel le ministre de la Justice et moi-même nous obéissons. Et nous travaillons autant que faire se peut en tandem. J'ai la responsabilité de ce que fait la police nationale. Et je fais mon travail. Et je ne passe pas des ordres. Je ne suis pas un commandant. Le commandant de la police nationale, c'est aujourd'hui M. Michael Gédéon, avec qui j'ai une bonne collaboration. Il y a des membres de l'état-major de la police avec qui j'ai une très bonne collaboration. Et c'est très intéressant de voir comment nous collaborons sur le terrain. Mais je n'interviens pas, par exemple, en situation hier à Saint-Marc. Je sais qu'il n'était pas de ma compétence de toucher à une seule de ces armes, ni de ce matériel, ni de cet équipement. Ne serait-ce que pour le principe simple de ne pas y adjoindre mes empreintes. Donc ce n'était pas mon rôle. Donc j'avais un rôle à la fois politique et stratégique. À l'intérieur de la protection de l'État, je me suis cantonné dans mon rôle. Et la police a fait son travail sous la supervision de la justice, du commissaire du gouvernement, du juge de paix, parce que la police n'agit pas par elle-même. Elle agit par rapport à un élément défini par la loi et elle fait toujours appel à la loi pour être témoin de son agissement. Et je suis, en tant que secrétaire d'État de la sécurité publique, pour le gouvernement, l'œil qui vérifie que tout ceci se passe dans les normes suivant ce que la loi prévoit. Alors, concernant la criminalité, que pouvez-vous dire à la population, Himmler Rébu, secrétaire d'État? C'est un dossier extrêmement complexe parce que l'origine de la criminalité vient de l'existence de la circulation des armes et des munitions. Donc, on travaille sur le fait pour les anticipations et c'est pourquoi le premier mouvement que j'ai fait, c'était de mettre en place cet embryon de service de renseignement opérationnel. J'y travaille depuis environ 6 mois. Je vous dis, Othil, que
c'est en route. C'est en route. On n'a pas les moyens qu'il faut pour avoir le renseignement. Mes rêves, mon rêve, j'ai quelques amis à l'étranger qui m'aident. Et jusqu'à présent, j'ai toujours fonctionné à partir de renseignements fournis par des amis de longue date, qui ont travaillé dans des structures de sécurité avec moi, qui ont vécu avec moi et qui m'ont toujours aidé juste par amitié ou par intérêt par rapport à la nature de mon engagement. Aujourd'hui, toute cette infrastructure humaine et technique se retrouve encore dans l'objectif de m'aider au service de l'État. Et ça fonctionne. Parce que la police, à chaque fois que qu'on problème, la police dit bon, on n'a pas le travail pour mettre en état de nuire les bandits, etc., mettre des confiances population. Mais malgré tout, les gens sont tués tous les jours. Mais la taille de la police n'est jamais finie et ne le sera jamais. C'est une tâche continuelle. Et aujourd'hui, quelle force de sécurité en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis qui vit dans la paix et la tranquillité? Non. Parce que la tâche de la sécurité, c'est une tâche sans cesse renouvelée et toujours pareille. Il va y avoir des moments de haute intensité, des moments de basse intensité, mais il ne faut pas oublier que le criminel et le bandit, c'est une industrie aussi. Et assez souvent, si vous regardez, vous cherchez à pourchasser uniquement le petit bandit qui est dans la rue, vous pouvez avoir à courir pendant très longtemps. Donc la bonne stratégie serait d'aller à la source, de fermer un peu les vannes, et à partir de ce moment, c'est à ce moment seulement que l'on pourra avoir le contrôle de la situation. Donc c'est un vrai chantier. Alors, élection, est-ce que la police nationale a affirmé récemment qu'elle travaille sur le plan est prêt, etc. Que peut-on dire aujourd'hui sur la question des élections, monsieur le secrétaire d'État? Moi, je vais être clair et sec avec vous, Rothschild, comme je le suis au niveau du cabinet du président de la République, comme je le suis comme secrétaire d'État et comme j'ai le devoir de le dire à la population. Je n'ai pas encore vu le plan de la sécurité. Moi, secrétaire d'État à la sécurité publique, j'ai une première exigence. L'histoire des désordres sécuritaires au niveau des élections. Parce que je ne peux pas avoir les mêmes personnes à préparer les mêmes plans pour les échecs que nous avons connus et permettre à ces mêmes personnes de nous concocter les mêmes plans. Donc nous devons nous attendre à des résultats similaires. On a eu des élections en 2006, on a eu du désordre armé et du désordre administratif, avec des bulletins qui traînaient dans la rue. On a eu des élections en 2010, pareil. On a eu des élections en 2015, pareil. Moi, mon exigence, c'est que j'ai l'histoire, de tout ceci, pour savoir pourquoi c'est arrivé, quels ont été les acteurs qui y ont contribué, quelles sont les zones géographiques où ces affaires-là se sont toujours répétées, pourquoi elles se sont toujours répétées dans ces zones. C'est à partir de ce diagnostic géographique et humain qu'on va dire, OK, on va agir de telle manière. Ça, pour moi, c'est la règle. Et ensuite, monter le système de sécurité à partir de ces données, ce n'est pas difficile. Donc, j'ai des meetings en prévision et je crois, je dois rencontrer les autorités de mon pays sur la question parce que ça fait 1 mois que je traîne avec ces requêtes-là. Ça fait 1 mois que je traîne avec ces requêtes. On est à 1 mois des élections. Je ne vais pas donner mon visto bueno à un plan aléatoire. Je ne vais pas donner mon visto bueno à un plan aléatoire. La responsabilité est trop lourde. Je veux avoir le diagnostic, les propositions, parce qu'il y a un gros travail qui a déjà été fait. Tous les départements ont été visités. Je vais moi-même, à partir du nouveau plan, revisiter tous les départements, vérifier les informations, faire les ajustements, parce que vous savez que le plan qu'on va proposer pour Jérémy ne sera pas le même que pour Jacques Mel. Il y a des zones rouges. Parce qu'il y a des zones où il y a des difficultés. Il y a des zones qui sont supposées être des zones vertes qui peuvent devenir en situation des zones jaunes-rouges. Donc, c'est une responsabilité extrêmement lourde. Et vu l'engagement dont j'ai été témoin pendant plus de 6 mois du président Prévert, du Premier ministre Enel Jean-Charles, sur la question de la bonne réalisation de ces élections, je serai en ligne pour assumer les responsabilités
ou je n'y serai pas. Parce qu'au moment où il y aura un échec, je veux bien assumer l'échec à partir des erreurs qui ont été commises ou à partir des impondérables liés à la sécurité. Mais je n'assumerai pas d'erreur sur la base de conceptions erronées sur le plan technique. Et là, je suis formel, ça vaut tant pour les forces nationales que les forces internationales qui prennent la responsabilité de s'impliquer dans une question aussi lourde. Pour moi, une pièce a toujours une porte. Et la porte sert à deux choses, à entrer et à sortir. Si, suivant mon analyse et ma conviction de citoyen et de technicien, c'est la sortie qu'il faut prendre, je n'hésiterai pas une seule seconde. Mais je n'associerai pas ma personnalité dans un concept au départ erroné et qui va apporter de l'affliction à la nation. Ça va altérer votre image, je me dis. C'est monsieur sécurité, et voilà, et les élections, problème de sécurité grave. J'ai une très claire conscience de cette question. Et c'est pourquoi, au moment où il me faudra assumer la réussite, je sais si je travaille, c'est pour la réussite, ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est l'échec probable, parce que tout le travail, c'est d'éliminer l'échec probable. Donc, il y a des plans, quand vous les voyez, l'échec est là. Donc, si je vois au départ que l'échec est là, ben je ne serai pas là. Et je dirai mon mot, je dirai ce qu'il faut dire. Maintenant, si je donne mon visto bueno, je prends la responsabilité d'assumer ce qui peut arriver. Et ça arrive au niveau de toutes les nations. Les meilleurs plans de sécurité finissent par démontrer leurs failles et leurs faiblesses. Et là, j'assumerai en tant que technicien, en tant que citoyen, la faille ou la faiblesse à laquelle j'aurais contribué. Donc, si je comprends bien, si le plan n'est pas bien huilé, si je peux m'exprimer ainsi, n'est pas un plan efficace, Ibn Ribu, vous n'allez pas vous associer à ce plan et vous seriez prêt quand même à partir. Et je vais le dire très clairement. J'ai un devoir d'honnêteté vis-à-vis de moi-même en tant que personne, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de la nation et vis-à-vis de la qualité du rapport que j'ai avec le président de la République. Et je ne vais tromper personne pour faire croire à une chose qui ne le sera pas. Et je vais le dire. Je ne suis pas du genre à crier de la frousse, etc. Mais si on voit que je m'y associe, c'est que je m'y associe avec toute la conviction, toute la certitude du bien qui est planifié, et toute la responsabilité aussi des impondérables qui peuvent ternir le résultat. Et nous sommes à moins de mois de ces élections, Ibn Ribu. Je viens de vous dire que ça fait j'ai un mois avec les mêmes requêtes. Je le dis publiquement aujourd'hui parce que on est déjà dans le décompte. Et les aiguilles tournent dans le sens contraire. Donc, on est dans le décompte. Donc, moi, c'est pourquoi je me donne un délai jusqu'à mercredi matin pour savoir exactement ce que ça va être. Parce que je vous dis carrément, le topo que je vois se défiler, avec plein de petits problèmes internes, assez souvent ce sont des petits problèmes internes ridicules de l'enfantillage qui bloquent les plus grosses machines responsables de très grandes décisions au niveau de l'État. Ça aussi, je vais le résoudre. Mes difficultés, je les connais. Les raisons de mes difficultés, je les connais. J'ai dépassé l'âge de vouloir être chef. J'ai dépassé l'âge du désir d'être chef. J'ai dépassé l'âge de vouloir un poste. Je suis à l'âge de la raison et de la responsabilité. Je n'aurais jamais accepté d'avoir été ministre et de devenir secrétaire d'État s'il n'y avait pas un challenge national. Et comme je l'ai dit à mon installation, j'accepte et j'assume. Je n'ai pas accepté un poste, je n'ai pas accepté une fonction, j'ai accepté une responsabilité. Et je vais m'en acquitter avec ou sans certains amis. Je vais le faire, ou bien je prendrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, la porte de la sortie, parce que la porte qui est là, elle sert à entrer, elle sert à sortir aussi.
Il y a le dossier de Saint-Marc aussi qui arrive à un mois de ces élections, cette saisie d'armes, de munitions. Est-ce qu'on a des informations sur les propriétaires de ces armes, etc. Comment c'est arrivé au pays? Est-ce qu'une enquête est en cours? Bon, il y avait un travail préparatoire, il y a un travail en cours, il va y avoir un travail post-situationnel. Et un travail de cette envergure, il y a des gens qui disent que c'est la preuve qu'il va y avoir des problèmes et qu'il va y avoir de l'insécurité, que l'insécurité est là. Moi, je dis, dans la stratégie de voir le verre à demi rempli, je dis que c'est un bon signal qu'il y a au moins des gens qui veillent, tant au niveau interne qu'au niveau externe. C'est la preuve que les citoyens peuvent se mettre sur le chemin du doute favorable. Parce que ces armes auraient pu entrer dans le tissu social. Il y en a peut-être eu. Je travaille sur des informations. Il y a des armes de guerre aussi. Il y a des armes de guerre. Il y a des armes de guerre. Et je suis confronté maintenant à l'intoxication sur la question, tant du côté interne que du côté externe. Mais le comportement que l'État a été le comportement rationnel et fonctionnel. Et il m'a été personnellement demandé par le président de la République de prendre en charge la gestion de ce dossier. J'ai fait tout ce que la loi m'autorise à faire, sous l'égide et le contrôle du juge de paix et du commissaire du gouvernement des lieux. Et quand on a fini avec le travail de la justice, on a remis charge au commandant des lieux. On a remis charge au commandant de l'arrondissement de l'Artibonite, du Bas-Artibonite. Et il lui revenait à lui de dresser son rapport et de remettre charge au commandant en chef de la police nationale ou à son représentant. Et les armes sont maintenant sous le contrôle de la police? Sous le contrôle de l'État haïtien. Et le travail technique qui doit être fait, j'ai fait venir le DCPA, qui est la structure opérationnelle au niveau de la police. J'ai fait venir le DCPJ, qui est la structure technique en matière criminelle. Et les gens de la DCPJ ont pris le dossier, ont travaillé toute la nuit. J'ai eu des informations qu'il était 5 heures du matin, ils étaient encore à pied d'œuvre. Et toute la journée, ils continuent à travailler sur le dossier. Et c'est le travail de DCPJ qui va devoir retourner le dossier par devant la justice. En tant que secrétaire d'État de la sécurité publique, je n'ai pas le droit d'interférer, ni par les informations que je possède, que je détiens, d'ailleurs, qui ne sont que des informations, qui n'auront de valeur que quand la DCPJ, qui est la structure institutionnelle pour gérer ce genre de choses, aura évalué. Donc c'est pourquoi je ne cite pas de nom de personnes, je ne cite pas de moyens et de transport, je ne cite pas de pays ni de lieux de transport. Tout ceci relève de la compétence de la DCPJ. Et quand la DCPJ aura fini son travail, il va y avoir un rapport qui sera dirigé vers les plus hautes instances de l'État et un rapport qui sera adressé vis-à-vis de la justice qui reprendra le collier pour faire le travail prévu et dicté par la loi. Mais pour vous, c'est quand même très grave ce qui s'est passé avec notamment ces armes, munitions, des armes de guerre, munitions qui sont arrivées au pays. Ça pourrait faire mal quand même. Bon, c'est un signe qu'il y a des gens qui ont des intentions, pas comme les miennes et les tiennes. Donc, nous savons en tant que responsables que les pulsions nocives sont dans le tissu social et font partie de l'existence de l'homme. Et c'est pourquoi nous sommes là pour aller vers le contrôle de ces pulsions jusqu'à les réduire à leurs plus simples expressions, si nous n'arrivons pas à les anéantir. Mais nous y travaillons. Alors pour terminer, Ibn Rebu, secrétaire d'État à la sécurité publique, est-ce que vous allez laisser vos empreintes au niveau de cette structure de l'État? On ne décide jamais de l'histoire au Tchil. On doit vivre sa journée à chaque jour, comme dit à chaque jour suffit sa peine. Mes empreintes, elles sont déjà ce qu'elles sont dans le tissu social haïtien. Le risque que je pourrais courir, c'est de ne pas réussir. Mais la première chose que je sais,
personne ne peut réussir sans avoir essayé. Moi, c'est ma philosophie, j'essaye tous les jours. J'ai la conscience, j'ai la volonté, le désir, le vouloir réussir, mais j'ai la conscience aussi que je ne suis qu'un homme, que l'échec fait partie de la vie. Donc, c'est comme le dit Kipling, il faudra bien que nous nous préparions à traiter la gloire pour ce qu'elle vaut et à traiter l'échec pour les leçons qu'il peut apporter. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire d'État, et bonne chance. C'est moi qui vous remercie et je demande la collaboration de toute la population et on a pris des mesures parce qu'il y a 2 numéros spécifiques pour la sécurité publique dans chaque département. Demain, je fais la distribution à tous les autres départements avec les indications, les instructions du chef de l'État pour que les renseignements ne soient pas seulement le travail du citoyen technique, que tous les citoyens sachent qu'ils peuvent appeler quelque part pour signaler quelque chose qui est un ennui à la sécurité sociale, à la sécurité publique, et les réponses. C'est la méthode que j'impose. Il y a actuellement 5 lettres de plainte sur mon bureau. Ma méthode, c'est recevoir les plaintes, informer la personne que la plainte a été reçue, aviser les gens contre qui les plaintes ont été faites, sans parler de qui a porté les plaintes, vérifier la véracité des plaintes et agir. Et il y a une information retour. Des fois, j'appelle personnellement les gens qui sont inquiets pour leur dire « Votre aide a été reçue, elle a été traitée au niveau de la structure centrale des renseignements et voilà ce qui va être fait. » Et nous ne prenons pas les plaintes de la personne pour choses acquises. Nous faisons le travail de vérification sur le terrain et quand nous avons les informations vérifiées, nous nous adressons à la personne querellée. Et nous demandons à cette personne sa collaboration pour que nous n'ayons pas à devoir utiliser ce que la loi prévoit. Encore une fois, merci beaucoup, M. le maire Rébu. Merci. C'est moi qui vous remercie et je demande la collaboration de tout le monde. Comme annoncé, M. Hérold Jean-François du GIAP, le groupe d'intervention en affaires publiques, qui va réaliser ce débat présidentiel, est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler justement du dossier des élections par rapport à ce débat qui est en perspective pour le 20 septembre prochain. Hérold Jean-François, bonsoir et bienvenue sur RFM. Bonsoir Rothschild, je salue tous les auditeurs de RFM, en créole n'a pas le mais en français. J'en voulais. Ok. Bon, c'est devenu une tradition depuis les élections de 2010 et que le GIAP organise des débats. Tu te rappelles l'impact des débats de 2010 avec l'ensemble des 19 candidats. Et ensuite, en 2015, on a eu beaucoup de candidats, plus d'une trentaine aussi. Et cette fois-ci, le GIAP n'a pas les ressources disponibles pour faire un débat avec tous les 27 candidats qui étaient inscrits pour ces nouvelles élections. Bon, et ensuite, en 2015, nous tirons les leçons de baisse de l'impact des barreaux, parce que tu as des candidats qui partaient attirer la grande foule et mettaient avec question ressources qui ne sont pas disponibles. Nous avons dû faire un choix de 6 candidats. Alors, il y a des gens qui m'ont dit à partir de qui critères nous utilisons pour faire choix. Nous disons qu'il y a des critères objectifs et des critères non objectifs. Les critères objectifs, c'est que si vous regardez chaque monde, chaque citoyen haïtien, de façon induite, fait propre estimation de monde qui est en présence dans l'élection, de candidats qui sont en présence dans l'élection. Ensuite, l'autre critère nous utiliser, c'est nous tenir compte de antériorité, par exemple, un parti politique, avec impact parti politique ça a gagné sous terrain. Donc voilà, et on va lancer le débat le 20. Nous avons invité 6 candidats. Nous espérons que tous les 6 sont disponibles pour venir devant l'électorat et puis pour nous faire un bon débat pendant 3 heures de temps. Côté nous parle gagner discussion ensemble avec eux, un panel de 3 journalistes a une discussion ensemble avec eux sur le principal problème fondamental qui est dans le pays.
Alors justement, donc, on t'a pas posé la même question. Pour qui ça, c'est 6 candidats ça que nous choisis, pour qui ça pas l'autre? J'ai l'impression que l'autre capable fâché ou bien plein en pile du fait qu'il n'ait pas été choisi quand même pour faire partie de ce panel. Non, c'est entendu. Ce qui aurait été préférable, c'est comme on l'a fait la dernière fois, on a invité tout le monde. Maintenant, bien qu'on ait invité tout le monde n'a pas répondu à notre invitation. De la même manière que les candidats sont libres de répondre à notre invitation, de la même manière aussi, nous pouvons faire une estimation pour dire, bon, voilà l'électorat. Et s'il y a parmi les 11 millions d'Haïtiens, je ne crois pas que si on fait un classement des candidats potentiels avec leur chance de gagner, les 11 millions n'auraient pas fait les mêmes choix que nous avons fait. Donc, bon, par contre, même, si vous avez choisi 6 slots monotiles. Non, nous avons la chose la plus difficile dans ce choix, c'est que parmi les candidats, parmi 27 candidats qui étaient déclarés pour l'élection, nous gagnons de bons amis. Des amis, c'est pas comme des relations, des gens qu'on des amis, ça veut dire des gens qui sont dans l'université ensemble avec eux, des gens qui sont des collègues, des gens qui sont de bons amis que tout on l'accueille, et puis maintenant, et par le fait que jeudi, c'est pas eux-mêmes qui concernent d'adio, si t'es un choix qui t'a fait, qui t'a principal choix, eh ben, nous obligés et tenir compte de critères, ça, au moins, pour nous faire choix. Alors, on rappelle les 6 candidats que nous choisissons pour faire partie de Débassa et autres gens, bonsoir. Bon, nous prenons par, c'est pas ordre alphabétique, nous prenons, à gagner, est-ce que je songe au par ordre alphabétique, j'ai dans la alphabétique. OK. En tout cas, nous gagnons Jean-Charles Moïse, nous gagnons Jovenel Moïse, nous gagnons Jean-Henri Seyan, et puis Jean-Henri Seyan, Jude Célestin, et puis Marie Narcisse, et puis Edmond Supplice Bozil. Donc, c'est 6 candidats ça de choisir. Donc, il y a 2 filles avec 4 candidats qui pourraient frapper au niveau de Débassa, qui pourraient dérouler où ça et où je pense. Bon, en général, nous pas dit côté, t'as pas enregistré les barres. Mais bon, le regard il y a 4 candidats garçons et 2 candidats filles. Moi, nous plus que respecter le quota, pour mesdames ne pas fâcher ce compte nous. Et bon, c'est pas pour mesdames ne pas fâcher ce compte seulement. Nous pensons qu'il faut encourager la participation des femmes dans la politique parce que les antécédents, nous pensons que des fois, mesdames ont de meilleurs résultats dans la gestion de la chose publique que monsieur. Alors, et Jean-François, justement sur la méthodologie que nous pourrons employer dans le cadre de débat présidentiel, ça, comment il pallier, sur une idée quand même de journalistes que nous pourrons choisir, parce que nous connaissons tout le problème qui est posé aujourd'hui au niveau de la presse. Il y a des gens qui estiment que bon, il y a des journalistes qui sont très virulents, je dis, très timides. Donc, comment nous arriver à faire un choix de 3 journalistes, justement, qui parlent, poser des questions au niveau de ce débat? Non, quelle que soit la qualité des journalistes, ou bien, et ça, on monde penser de journalistes, dans le cadre des débats, depuis 2010, nous établi des critères et des modes d'approche. Journaliste là, s'il accepte faire partie de panel là, eh bien, il accepte pour lui respecter critères pour débat. Débat pas gagné soulever des questions personnelles, il va diriger par les candidats et il va aller sur des thèmes. Thème c'est qui ça sur Haïti, problème de sous-développement, on sait de axe éducation, santé, production globale, l'agriculture, l'environnement, la réforme de la justice, l'état de droit, et ensuite la bonne gouvernance et plutôt la souveraineté, l'effort de récupération de la souveraineté. Et autour de points ça, débat pour rouler et question ça veut dire quel que soit le journaliste là, c'est libre, ça veut dire journaliste là pas gain pour le soumettre nos questions pour le poser, mais question pour le tourner autour de thèmes ça. Et nous choisissons 3 journalistes. Dans l'autre débat, étant donné que première fois nous avons fait 6 ou 7 débats et dernière fois nous avons fait 9 débats comme ça, nous avons gagné un groupe de journalistes tournants. C'est-à-dire nous voulu faire le plus de journalistes participer dans les débats, tant que de 2010-2015. Mais cette fois-ci, étant donné que c'est un seul débat, et nous avons fait. Donc, nous ne connaissons pas si après un deuxième tour et si nous avons moyen du tout pour nous faire un deuxième débat, nous avons bien aimé faire ça, nous sommes capables de choisir d'autres journalistes. Mais nous choisissons
et 3 journalistes qui fait partie de premier panel dans le débat 2015. Il y a 2 filles avec un garçon dans le panel journaliste. Vous pouvez révéler qui? Bon, étant donné que ça veut dire nous pouvons recontacter de façon formelle pour nous dire si nous choisi, moi préféré pas publier choix noir. Donc vous donnez la garantie que journaliste a obligé de rester dans un thème qui est encore là. Oui, c'est certain. La seule fois où il y avait un dérapage, c'était au dernier débat entre Michel Martelly et Miranda Maniga. Et c'était le ça et au songer avec Dali qui était posé en question directement ce problème à fait de faute closure qui était gagné dans l'époque ça, la candidat Martelly qui était créé une excitation dans le débat, bon qui était corrigé rapidement, mais en général journalistes ont toujours respecté les règles pour que questions soient posées autour de thème parce que nous ne pouvons pas faire aucun débat avancé. L'objectif débat, c'est mettre les candidats devant le public, ou qui ça a déjà côté. Nous ne pouvons pas faire débat avancé avec des questions personnelles. Parce que nous voyons, par exemple, semaine ça, il y a un débat qui passe aux États-Unis, côté où fait un débat avec Hillary Clinton et puis Donald Trump. Il estimait que le journaliste qui n'a pas animé, monsieur posait beaucoup plus de questions difficiles à Hillary Clinton. Il relançait Hillary Clinton beaucoup plus, alors que il quittait Donald Trump comme s'il dissalvait. Donc, et c'est des choses quand même à éviter dans un débat pareil. Non, le débat, il faut l'équilibrer. Il ne faut pas gagner aucun poids de subjectivité. Et côté m'dado journaliste là avec m'dado on approche partisane t'a fait et irriter yon invité un candidat parce que candidat yo vini yo accepté vini dans débat JAP yo en général parce que yo connaît et JAP son espace neutre pas gagner aucune agression ni agressivité qui va le faire à l'encontre personnellement, ça veut dire pas ciblé personnellement. Donc c'est-à-dire les débats c'est des débats nous fait côté bagay là nous avons un espace froid et professionnel par gain fait de Consim Dado et Jean François et qui c'est directeur exécutif JAP avec Bobby Denis avec l'autre Ndavadio partenaire dans l'organisation des bails, c'est des gens qui dans tel camp, ils pas aimer tel candidat ou bien telle position critique par rapport à tel candidat, non. Espace et débat JAP c'est des espaces neutres côté nous privilégier poser problèmes fondamentaux et puis que chaque candidat réponde. Donc ça veut dire que thème n'a débattre et puis on a posé question à chaque candidat sur un sujet précis. Et première de 2010-2015 c'est comme ça a été fait, mais là nous avons fait une innovation côté que qu'a gagné un tirage au sort de questions si vous voulez et ensuite dans forum social sur net là, OK, sur les réseaux sociaux et depuis à l'avance qu'a gagné des gens qui ont envoyé des questions, nous n'a pas choisi la question ça pour nous alors question publique là pour nous capable et candidats pour répondre à eux-mêmes. En termes d'heures et par égal et quand on peut le faire pour qu'on mette tout ça et pour le candidat pas parler plus que l'autre. Non, ça les même les m'davado c'est comme ça m'dado les comme m'dado sont robotisés. Il y a 3 minutes qui est alloué à chaque candidat pour répondre à une question. Il on réveille qui montre le candidat en face tout candidat mais combien de minutes il parlait déjà et depuis les bidule sonné cling c'est fini et le candidat pas continuer à parler encore. Bon, nous déjà fait expérimentation ça pendant 2 élections et il était bien passé. Donc, gros travail que nous pourrons faire quand même avec les journalistes, travail de préparation, qui nous compte faire ça pour tout le monde capable de connaître exactement qui ça pourra le faire dans le cadre de débat ça, qui rôle il pourra remplir. Mais justement, dans le débat, préalablement, nous toujours gagné des séances de travail avec les journalistes pour présenter au thème et ensuite pour nous gagner même compréhension de questions, pas de questions qui dirigées personnellement à un candidat. Donc, parlez-nous en pile temps. Dans semaine qui vient, on a commencé à faire rencontre avec les journalistes. Et puis, il y a possibilité tout que nous offrions candidats des séances de coaching pour avec un expert étranger pour comme ça ils connaissent posture en public, etc., etc.
Oui, pour nous montrer comment on est capable Québécois en public et puis également pour être capable de respecter l'heure là, parce que 3 minutes là, il faut capable dire tout en 3 minutes. Oui, bon, 3 minutes là, moi quoi nous candidats ont fait un peu l'effort ni en 2010 ni en 2015 pour synthétiser pensée en 3 minutes. Et ça qui était surprenant, nous, qu'on est haïtiens et nous pas en général la notion du temps. Mais ça qui était surprenant, c'est que dans toute l'expérience, il y a des candidats qui disent tout ça, le veut dire en moins que 3 minutes. Donc, il veut dire en moins que 3 minutes. Oui. Donc, il y a plusieurs candidats qui étaient tellement bien synthétisé pensée. 3 minutes là, t'es trop pour te dire ça, pour te donner réponse sur ce sujet. Un débat présidentiel, l'organisation de débat, ça coûte quand même, Jean-François. Côté nos jeunes, puiser des fonds pour réaliser ce débat au niveau du GIAP. OK. Et tous les deux premiers débats dans 2 élections 2010 et 2015, nous avons gagné un sponsoring de NDI, USAID qui débat et fonds à travers NDI. Et la première fois, c'était Kemonix qui était sur les gérer fonds. Donc, qu'on y a là, nous avons l'autre groupe qui est alors partenaire ensemble avec nous, qui est dirigé par Kalinda Magloire, et ensemble avec Maxwell, qui s'ouvre pour partie logistique. Mais c'est ça que fait, moi, je dis comme ça, année ça, comme on connaît position des États-Unis, ils n'ont pas voulu intervenir pour être capable participer dans le financement de l'élection. Donc, on tire ces fonds qui étaient été dans l'élection 2015 qui fait que nous sommes capables de faire des débats. Donc, voilà. Donc, il y a un partenaire, nous, Alter, ensemble avec Media Mind, qui voulait faire partie logistique là. Ensuite, il y a une firme de relations publiques, PDG Communication, qui est intervenu dans l'affaire logistique, invité moun, voyer lettres, etc. Et puis tout, il y a une autre agence de publicité qui bat nos services de affichage ensemble avec réseaux sociaux, etc. Donc, c'est son équipe liée. Ça veut dire, c'est pas un travail de grain de monde. Donc, son bagage bien réparti qui fait de façon professionnelle. Tout bagage bien et réparti. Chaque monde gagne mission là-dedans. Ensuite, chaque partenaire gagne rôle bien réparti, bien distribué. Et puis, qui vient faire une machine bien cohérente. Donc, ce débat sera retransmis à la télévision et à la radio le même jour, dans la soirée. Comment ça va se passer? Oui, tant qu'en 2010 et en 2015, il est diffusé sur un ensemble de télévision et de radio, mais malheureusement, depuis les dernières élections 2015, les montants de financement étant réduits, et nous pas pas gagner l'ensemble de médias et diffuseurs que nous avons gagnés en 2010. Donc, mais nous avons toujours obtenu de médias partenaires que yo diffusé débat à la même heure. Quand il y a des petits décalages, ça dépend de programmation médias, télévision, mais radio. Mais en général, tant comme je ne t'ai fait la dernière fois, à 9h du soir, débat est lancé. Mais cette fois-ci, étant donné que c'est 3 heures de temps, donc nous pourrons regarder avec partenaires médias aussi à 8h du soir, nous sommes capables de lancer. Et puis pour créer vraiment en prime time, côté de bon monde viré et sous cadran dans la télévision, presque c'est seul débat au point. Pour terminer, Jean-François, comment on met la campagne électorale là, cap déroulé là, nous sommes à moins de mois de ces élections. Moi, je pense qu'il y a rarement campagne électorale depuis 1987 qui gagne Conseil d'Ado ont allure aussi d'Abado qui a moins de tension là-dedans. Jusqu'à présent, nous croyons que la campagne électorale a bien déroulé et on n'a pas l'impression que la machine électorale lent ou bien lourd, tout ça, c'est un peu dit, la fait dans le chronogramme liant et il y a l'heure. Et délivrance matérielle qui déposé quelques soucis
y arriver à temps. Donc, nous pensons gagner des conditions, nous avons dit jusqu'à présent presque idéales pour le 9 octobre d'aller dans l'élection tout bon vrai. Et puis bon, nous voyons que du point de vue des candidats, ils sont déjà sur le terrain, ça qui est moyen pour faire et le terrain pour battre pays. Et nous, la campagne électorale, nous ne pouvons pas aucun incident, heureusement. Donc, nous souhaitons que pas rien qui vienne perturber le climat électoral là, et pour nous aller vers des élections. Et moi, j'ai l'impression, nous avons une situation presque idéale dans le sens de l'élection 90 avec Mme Bertrand Pascal comme présidente, côté que le pouvoir exécutif n'était pas mêlé directement, il n'avait aucun intérêt à s'ouvrir, à essayer d'influencer l'élection. Je dis, il y a un pile procès d'intention qui est fait par rapport à la présidence qui dit qu'il y a accusation et qu'il y a essayé de mener l'élection au profit d'un groupe politique. Bon, moi-même, c'est pas opinion par moi. Et moi, je pense qu'il y a assez d'engagement et de déclarations présidentielles offert par rapport à neutralité, par rapport à l'audio passé, réunion fait avec un ensemble d'agents et locaux pour ne pas interférer dans l'élection. Maintenant, la chance aussi, c'est que il y a un CEP qui fait preuve d'autonomie et qui, même si le président t'a voulu et fait interférence, bon, en tout cas, pas rien qui laisse me penser que tu as voulu faire ça, eh bien, CEP n'a pas s'ouvrir et ouvert à aucun mode d'influence comme ça. Parce que bon, bien que quand même effectivement il y a quelques semaines sans encore un sénateur au nom de Dieu qui levait le drapeau et qui dit que Joseph Prévert, le président provisoire, a essayé d'influencer Votelin au bénéfice de sa famille politique, etc. Il y a quand même quelques drapeaux qui levaient dans ce sens. Non, moi je dis ça, moi m'entendais il y a des déclarations qui faites comme ça, mais moi-même c'est pas sensation ça me gagne. Attendez, m'a observé politique depuis trop longtemps dans le pays. Et côté que si tu as des alertes pour qui t'es faites, moi en tant qu'observateur politique ou bien leader d'opinion, moi t'ai dénoncé aux mêmes gens avec n'importe qui parti politique qui t'avait concerné, qui t'avait senti que comment il a fait dans ce sens et puis t'ava favoriser en chapelle politique. Et moi je crois que tout le monde doit être vigilant, les antécédents, tout le monde doit être attentif parce que antécédents de mauvais coups dans l'élection et yo là comme nous avons dit illustration de en posture nous avons dit quasi classique de pouvoir exécutif là, mais il y a eu des exceptions et moi penser c'est nous dans exception ça maintenant parce que gain des monde ou des groupes justement parce que gain intérêt créer des problèmes parce que processus sans trop l'huile, OK, donc il y a essayé créer des problèmes d'après moi-même. Mais moi pas l'impression dans l'opinion publique là gain sensation que l'exécutif essaie d'influencer les élections parce que pour privé à essayer d'influencer les élections, faut privé à gain sauver connivence avec CEP. Or en aucune façon privé pas gain connivence avec CEP ça qu'il a. Alors, nous voyons que CEP en fait connaître que capable de avoir résultat dans une semaine à peu près. Donc, ce serait bon signe. Et c'est absolument nécessaire pour le résultat le plus rapidement possible parce que chaque fois que le résultat prend plus de temps, il y a plus de problèmes. Moi, je trouve une semaine en trop toujours. Ce serait bon si je t'avais par rapport à un mois et j'étais habitué noir. Même trouver que si le même soir, à partir de procès verbal qui recevoir, j'étais capable de faire résultat et puis public là et tout le monde qui a voté il y a une sensation que le résultat ça les reflète la réalité c'est tant mieux pour le pays de quoi pour aucun groupe de monde candidat mauvais perdant par rapport à la tradition par venir créer un pôle de tension et que voler l'élection en main donc moi penser plus tôt il y a des résultats mieux ça vaudra. Alors, merci beaucoup, Hérold Jean-François, directeur de Radio Ibo, responsable du JIAP, donc, qui va organiser ce débat le 20 septembre prochain avec 6 candidats à la présidence. Je rappelle les candidats: Jude Célestin, Jovenel Moïse, Moïse Jean-Charles, Edmond Supplice-Bozil, Maryse Narcisse et puis Jean Risser. Encore une fois, merci beaucoup et bonne chance pour ce débat. Merci, Rothschild. Alors, comme annoncé, M. Bernard Crane, spécialiste, on va parler des questions haïtiano-dominicaines, notamment le dossier de la frontière, donc avec cette décision prise par le gouvernement à propos des 23 produits. M. Crane, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir, Rothschild, et merci de m'avoir invité.
Alors, M. Kane, comme je vous dis, vous avez travaillé quand même sur la problématique de la contrebande au niveau de la frontière haïtiano-dominicaine. Et là, depuis pratiquement une semaine, le gouvernement a annoncé qu'elle a pris la décision pratiquement de lever les restrictions qui concernent les 23 produits dominicains. Et je vois qu'au niveau des associations patronales, vous accueillez, vous digérez très mal quand même cette décision prise par le gouvernement. Oui, effectivement. Je dois dire que lorsque la mesure a été prise en septembre 2014, il y avait un appui, et il existe toujours cet appui d'ailleurs, de la plupart des organisations du secteur patronal haïtien, que ce soit l'ADI, la Chambre de commerce, le Forum économique. Nous avions tous appuyé cette mesure pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y avait eu des problèmes au niveau de certains produits importés de la République dominicaine qui mettaient en danger la population haïtienne. Je veux prendre par exemple le cas de la farine, où on avait découvert dans des analyses faites sur la farine en provenance de la République dominicaine qu'il y avait des taux de bromate de potassium qui dépassaient de loin les taux permis. Et le bromate de potassium est un produit cancérigène. Donc, il y a d'autres cas que vous connaissez, le cas des œufs, le cas des poulets, etc., qui faisait que le passage de ces produits par la frontière, étant donné que les postes frontaliers ne sont pas équipés pour pouvoir effectuer les contrôles phytosanitaires, il valait mieux que certains produits passent par les ports et aéroports qui sont, eux, mieux équipés. Je veux parler en particulier du port de Port-au-Prince et du port du Cap-Haïtien. Ceci est l'une des raisons. Donc la raison, c'est le contrôle de la qualité des produits qui proviennent de la République dominicaine, certains produits étant de qualité douteuse. La deuxième raison est une raison purement fiscale. Et comme vous le savez, et ceci, on le répète depuis déjà des années, sur la frontière, il y a un passage de marchandises à travers les postes frontaliers, les 4 postes frontaliers, qui se fait de façon à ce que ces produits n'arrivent pas à être taxés par les douaniers. Et ce qui est perçu au niveau des douanes de ces 4 postes frontaliers représente 1/5 de ce qui devrait être perçu si ces produits étaient rentrés dans des postes douaniers où il y avait la possibilité de pratiquer l'inspection, comme ça se fait au port ou à l'aéroport, et de vérifier la déclaration douanière faite par l'importateur et de taxer les produits en fonction de la facture ou de ce qui a été effectivement vérifié dans le conteneur ou dans le camion. Malheureusement, la façon dont nos postes douaniers, en particulier celui de Malpasse, qui voit passer près de 70% des marchandises en provenance de la République dominicaine, la façon dont ces postes frontaliers sont équipés, les infrastructures ne sont pas en mesure de permettre le contrôle efficace des agents douaniers de ces camions. Il y a parfois 50 camions qui sont en ligne l'un derrière l'autre, avec des passagers également qui passent dans des autobus et dans des voitures privées. Ça rend le contrôle pratiquement impossible. Donc le flux de marchandises a augmenté de telle manière depuis 2010 qu'il est devenu impossible pour ces postes de faire leur travail et les agents douaniers ne sont pas équipés de façon à faire le travail. Donc il faut restructurer ces postes, il faut faire des investissements dans ces postes et pendant le temps que la mesure était prise, ce flot de marchandises allait être réduit et ça permettrait que ces postes soient restructurés. En plus, ça permettrait également d'augmenter la recette fiscale parce que les manques à gagner qui se font au niveau de la frontière, selon les calculs faits par certains consultants, dépassent les 12 milliards de gourdes. Et pour une économie aussi pauvre que la nôtre, pour un État qui a des difficultés à faire face à ses besoins et à desservir la population en services publics auxquels la population a droit, 12 milliards de gourdes, c'est beaucoup d'argent. Donc on ne peut pas fermer les yeux sur un manque à gagner de ce genre. Et je dois dire en passant que la mesure n'a jamais été mise en place pour être permanente. C'est une mesure qui a un caractère provisoire, qui a été prise pour permettre que l'État mette en place des infrastructures de qualité pour que les agents douaniers et autres agents travaillant dans ces postes, que ce soit les policiers, les agents d'immigration, les agents du ministère de l'Agriculture ou du Commerce qui pratiquent les contrôles phytosanitaires ou du ministère de la Santé publique,
soient en mesure de faire leur travail. Maintenant, si on lève la mesure du jour au lendemain comme ça, bon, écoutez, l'État prendra ses responsabilités. Cependant, nous sommes contre. Parce que nous pensons que ceci ne va que faire l'État céder à la pression des différents contrebandiers et autres commerçants bénéficiant de la rente de la contrebande qui est très élevée, parce qu'on parle de 11 milliards de gourdes, 12 milliards de gourdes. Ça va dans la poche de quelqu'un, ça va dans la poche de ceux qui ne paient pas les impôts. Et ça leur donne la capacité de corrompre beaucoup de personnes. Donc ce que nous disons, nous, il faut que ce soit l'État qui rende cet argent pour rendre à la population les services auxquels la population a droit. Et aussi pour mettre sur un pied d'égalité les commerçants légaux, c'est-à-dire non seulement ceux qui produisent, les industriels qui produisent en Haïti, qui subissent une concurrence déloyale de la part de ceux qui importent et ne paient pas de taxes, mais également les importateurs légaux qui passent par les ports et aéroports et paient les taxes. Donc il faut qu'il y ait un nivellement de la concurrence, il faut que la concurrence soit loyale, et c'est le rôle de l'État de faire respecter la concurrence. Oui, donc le gouvernement a décidé autrement, une décision prise par le régime en place, alors que la situation reste la même au niveau des infrastructures douanières, ça n'a pas changé. Bon, écoutez, le gouvernement a signé avec une firme, je pense israélienne, un contrat qui va permettre que les infrastructures soient réaménagées et améliorées. Ce contrat, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas sur combien de temps, quand est-ce qu'il commence à entrer en activité, que cette firme commence à entrer en activité. Cependant, je pense que s'il y a levée de mesure, et parce que ça a été annoncé, mais la mesure n'est pas encore officiellement levée, elle devrait l'être de façon progressive. Et le premier poste qui aura été restructuré, réaménagé, devrait voir passer tous les produits. Parce que les agences de l'État se trouvant dans ces postes seraient en mesure d'effectuer les contrôles. Et au fur et à mesure qu'on réaménage les postes, il y a 4 postes frontaliers officiels, selon le code douanier haïtien, que sont Ouanamet, Belader, Malpas et Ansapitre. Si dans ces 4 postes, il y a des structures adéquates et que les agents qui se trouvent dans ces postes, aussi bien de la douane, de la police, de l'immigration, du ministère de la Santé publique, du ministère de l'Agriculture, du ministère du Commerce, sont en mesure de faire le travail, il n'y a aucun problème pour que les marchandises passent par ces postes. Bon, la frontière est une passoire depuis très longtemps. Et effectivement, la frontière a été abandonnée par les différents gouvernements qui ont précédé celui-ci. Et il n'y a pas eu de véritable investissement au niveau de la frontière, que ce soit au niveau des postes, que ce soit au niveau de la frontière elle-même. Il y a plus de 600 000 personnes qui vivent sur la frontière et qui sont laissées à elles-mêmes et qui malheureusement bénéficient, bon, je ne sais pas si je vais appeler ça bénéficie, qui traversent la frontière pour aller chercher la vie. C'est-à-dire ce sont des gens qui vivent un peu du commerce informel qui se fait sur la frontière. Ce sont des gens également qui envoient leurs enfants à l'école en République dominicaine. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils ont besoin de services de santé, et vu qu'il n'existe rien de notre côté, vont de l'autre côté chez nos voisins pour essayer de se faire soigner. Donc, il faut penser à eux, il faut penser à ces personnes, il faut investir sur la frontière. Il faut que l'État investisse, il faut que l'État mette en place des structures qui permettent que le secteur privé également investisse sur la frontière. Il y a eu des investissements. Il y a un parc industriel qui existe du côté de Ouanamet qui emploie plusieurs milliers de personnes, 8 ou 9 000 personnes. Ça fait 8 ou 9 000 familles qui ont un revenu qu'elles n'avaient pas avant. Mais il faut multiplier ces investissements. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des infrastructures de base. Les infrastructures de base que sont des routes, l'électricité, etc., qui permettront au secteur privé d'aller vers la frontière et d'investir et de créer des emplois. Comme je vous l'ai dit également, nous savons que cette mesure n'a pas un caractère définitif, que c'est une mesure qui doit être levée, mais qu'avant qu'elle ne le soit, il y a des choses à faire. Et ces choses ne peuvent pas être faites par le secteur privé. Elles doivent être faites par l'État. Et l'État, c'est l'État haïtien. C'est le gouvernement haïtien qui doit prendre les décisions, qui doit faire les investissements pour pouvoir collecter plus d'impôts et pour pouvoir rendre à la population les services auxquels cette population a droit. Un petit rappel quand même de ces 23 produits phares qui étaient frappés quand même de cette mesure de restriction du côté de la frontière.
Bon, je n'ai pas tous les 23 produits en tête, mais je peux vous dire que c'est par exemple la farine de blé en particulier. Il y a des produits comme les chicots. Il y a... bon, il faudrait que je cherche la liste. Je n'ai pas la liste en tête. Ce n'est pas moi qui l'ai faite. Mais je sais que le secteur privé avait demandé que cette liste soit augmentée. On avait demandé que cette liste passe à 45. Et pour des raisons simples, parce que dans cette liste, il y a des produits qui ne sont pas là, par exemple, tels que les produits pharmaceutiques. Je dois vous dire que les distributeurs de produits pharmaceutiques sont confrontés à une importation massive de produits en provenance de la République dominicaine qui, même s'ils ne paient pas de droits de douane, et parce que les produits pharmaceutiques ne paient pas de droits, mais ce sont les produits qui ne remplissent pas les mêmes formalités que les produits qui sont importés ailleurs ou qui sont fabriqués en Haïti. Tout produit pharmaceutique rentré en Haïti légalement doit faire l'objet d'une autorisation de mise en marché. Et cette autorisation de mise en marché est émise par la direction de pharmacie du ministère de la Santé publique suite à la présentation par l'importateur d'une série de documents incluant des certificats d'analyse. Lorsque les importateurs légaux ou le producteur national met en marché un produit, il a cette autorisation de mise en marché. Tandis que celui qui importe par la frontière et qui ne déclare rien n'a pas cette autorisation de mise en marché. Donc, le produit peut être de bonne qualité, comme il peut être de mauvaise qualité, et personne ne le sait. Et c'est le consommateur et c'est le patient haïtien qui va payer les pots cassés. Donc il y a quand même un danger de ce côté-là. Certainement, il y a danger. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut qu'il y ait contrôle. Le rôle de l'État est d'assurer le bien-être de la population et de mettre tout en place pour que cette population puisse vaquer librement ses occupations. Ça, c'est la sécurité. De mettre en place les structures qu'il faut pour que cette population ait accès à des services de santé, éducation, etc., etc. Mettre tout en place pour que cette population puisse bénéficier de son droit de propriété, par exemple, etc. Nous avons un État qui est défaillant dans le pays. C'est la réalité. Donc, il y a des choses minimum qu'il faut faire pour que l'État soit en mesure, avec les moyens qu'il faut, d'améliorer les services Et l'une des premières sources de revenus de l'État, c'est la douane. Donc, si la République dominicaine, qui exporte vers Haïti près de 2 milliards de dollars de marchandises, ce qui représente un quart de notre produit intérieur brut, si ces produits ne sont pas contrôlés, la capacité de l'État de percevoir des droits de douane et autres taxes sur ces produits est réduite à pratiquement zéro. Donc l'État ne sera pas en mesure de faire son travail. Et il sera donc constamment défaillant. Et il faut que l'État soit en mesure de faire son travail, de protéger la population et de percevoir les impôts. Donc pour vous, membre du secteur privé, Bernard Crane, cette mesure est inopportune? Totalement. Elle est inopportune et je pense que lorsqu'elle sera prise, il faudra s'assurer que la population est protégée et que l'État a les moyens de percevoir les droits et impôts qui lui reviennent. Tout autant que ceci n'est pas possible, je pense que la mesure devrait être maintenue. Parce que là, on parle de 11 à 12 milliards de gourdes qui partent en éclat au niveau de la frontière haïtiano-dominicaine, alors que l'État a besoin d'argent pour payer les professeurs, les hôpitaux, etc. Donc les besoins sont immenses au niveau de l'État. C'est certain. On est en train de parler d'un budget qui fait à peu près 100 milliards de gourdes. On parle de 10 à 12% de ce budget. Et je pense que c'est énorme, moi, au point de vue pourcentage. Et il y a des possibilités que ce soit même plus important. Parce que nous n'avons pu recenser qu'une partie des produits qui sont exportés vers Haïti. Et ceci à partir de chiffres en provenance de la douane dominicaine et du CEI-RD, qui est le centre des exportations de la douane, de la République dominicaine. C'est un organisme gouvernemental. Et maintenant, il y a beaucoup de marchandises qui rentrent en Haïti qui ne sont pas déclarées. Et bon, ça, c'est le travail de la douane haïtienne d'aller contrôler ce qui rentre. Maintenant, il est possible que ces chiffres soient sous-estimés. Donc vous souhaiteriez que le gouvernement révise un peu cette politique vis-à-vis de la République dominicaine en ce qui concerne les 23 produits? Oui, je crois que le gouvernement a beaucoup de choses à discuter avec la République dominicaine. Ce n'est pas seulement la question des 23 produits, il y a les questions migratoires,
Et il y a les questions des Haïtiens vivant en République dominicaine sans papier. Il y a les questions des Dominicains d'origine haïtienne qui ont été pratiquement dénationalisés. Il y a des questions concernant l'environnement, particulièrement liées à l'utilisation de l'eau. Il y a beaucoup de questions qui doivent être débattues avec nos partenaires et voisins dominicains. Ces débats doivent se faire et cette discussion doivent se faire dans la sérénité. Et maintenant, il y a une mesure qui a été prise par Haïti qui est une mesure légitime que le gouvernement haïtien avait le droit de prendre. Je vous rappelle que nous sommes le seul PMA de la région, le seul pays moins avancé, le pays le plus pauvre de la région, et que nous avons le droit et le devoir de protéger notre population et de permettre à nos investisseurs, à nos entrepreneurs de travailler dans des conditions normales. Donc, la mesure a été prise. Je ne sais pas si elle a été prise en respectant toutes les normes de l'OMC et des différents mémorandums d'entente qui ont été signés entre Haïti et la République dominicaine. Je ne le sais pas. Mais de toute façon, elle a été prise et elle est d'application. Maintenant, moi, ce que je demande, c'est que cette mesure soit maintenue et que l'État haïtien fasse son travail pour permettre qu'elle soit levée dans des conditions normales. Alors, pour terminer, comment peut-on aboutir, si vous voulez, à un certain équilibre, si je peux m'exprimer ainsi, commercial entre Haïti et la République dominicaine? En tout cas, permettre à certains produits haïtiens d'être consommés en République dominicaine, permettre aux industriels haïtiens de pouvoir exporter sans contrainte en République dominicaine, comme les Dominicains le font vis-à-vis d'Haïti. Bon, l'équilibre n'existera jamais. Pour des raisons évidentes, nous sommes un pays extrêmement pauvre, très désorganisé, avec un PIB de seulement 8 milliards de dollars par an, tandis que la République dominicaine est un pays pauvre, mais beaucoup mieux structuré, avec un PIB qui est 7 fois supérieur au nôtre. Et un peu plus de 60 milliards de dollars. Maintenant, ils ont bâti une économie sur ces 20 dernières années qui est beaucoup plus compétitive que la nôtre. Ils ont des entreprises qui ont pu faire des partenariats avec des multinationales étrangères qui sont mieux structurées. Et ils ont protégé leur économie pendant très longtemps avec un tarif douanier, avec des taux de douane très élevés, ce qui a permis à cette économie de se développer. Et ils ont surtout une stabilité politique leur permettant de garantir une certaine prévisibilité, ce que nous n'avons pas en Haïti. Donc, l'équilibre n'existera pas. Ce qu'il faut nous assurer, c'est qu'il y a réciprocité. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement dominicain prend une mesure concernant l'entrée de produits chez lui, qu'il soit haïtien ou pas, que notre gouvernement s'assure que nous n'offrons pas des avantages aux entreprises dominicaines qui ne sont pas offerts également aux entreprises haïtiennes. Que nous assurions au niveau de l'État haïtien, que nous garantissions à nos entrepreneurs haïtiens qu'ils auront un terrain de jeu nivelé où tout le monde pourra jouer au ballon sur un terrain nivelé. Pas qu'il y ait une pente en faveur de l'entreprise dominicaine. Et c'est ce qui existe actuellement. La frontière ouverte, passoire comme vous la décriviez tout à l'heure, est un avantage en faveur des entrepreneurs dominicains et des contrebandiers haïtiens. Et ceci doit arrêter. Maintenant, pour que les produits haïtiens rentrent en République dominicaine, il faut que ce soit des produits qui soient en mesure de faire compétition aux produits dominicains ou aux autres produits que les Dominicains importent. Que ce soit au point de vue qualité, que ce soit au point de vue prix, que ce soit au point de vue présentation. Il faut que l'entrepreneur haïtien fasse son marketing, fasse sa publicité. Il faut qu'il trouve un commettant en République dominicaine qui est intéressé à introduire son produit sur le marché haïtien, sur le marché dominicain. Et il faut nous assurer qu'il n'y a pas de barrière tarifaire ni de barrière non tarifaire qui ne soient pas des barrières qui empêchent que le produit n'entre en Haïti. Il y a eu des analyses récentes qui ont été faites qui prouvent que les barrières tarifaires dominicaines sont légèrement plus élevées que les barrières tarifaires haïtiennes, mais pas de beaucoup. Et ça n'empêche que des entrepreneurs dominicains importent des produits des États-Unis, importent des produits de France, importent des produits d'Espagne, importent des produits d'autres pays et les vendent sur leur marché. Donc, ils pourraient importer des produits haïtiens aussi. S'il existe des barrières non tarifaires maintenant,
qui ne sont pas très claires. Par exemple, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau d'exigences faites pour pouvoir enregistrer une formule, etc., etc. Ça, il faut bien analyser ça pour nous assurer que ces barrières non tarifaires ne sont pas celles qui empêchent à nos produits d'entrer sur le marché dominicain. Je ne suis pas un expert en la matière, je n'ai pas fait ce genre d'analyse, donc je ne me hasarderai pas à vous donner une opinion définie sur la question. Cependant, je pense qu'il y a des entrepreneurs haïtiens qui sont intéressés à exporter vers la République dominicaine, et de plus en plus, il y a des organismes internationaux qui essaient d'aider ces entrepreneurs à introduire leurs produits sur le marché dominicain. Merci beaucoup Bernard Kahn d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de ce dossier de la frontière haïtiano-dominicaine, notamment la question de la contrebande et ces 23 produits dominicains. Merci beaucoup. De rien, Rothschild, c'est un plaisir. Ici s'achève l'émission Enjeu. Merci d'avoir suivi. 3 invités étaient au rendez-vous aujourd'hui. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, M. Himmler Rebu, M. Hérold Jean-François du JIAP et puis l'homme d'affaires, M. Bernard Kahn. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. La reprise est à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.